Eh dis-moi, t'as jamais rêvé de pouvoir changer de visage, toi? Non, 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 pas pour jouer au super-héros, non, juste bah parce que t'es moche en fait. Salut à vous, pauvres mortels, et bienvenue sur Comics Raise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de la fois où Sam Raimi a créé son propre super-héros, faute de pouvoir en adapter un au cinéma. On a tendance à parler des films de super-héros adaptés de comics, mais on est plus rarement exposé à des films de super-héros originaux ensuite adaptés en comic book. Pourtant, c'est bien de cela dont on va traiter aujourd'hui, et pour mieux comprendre cette histoire, il faut revenir à la fin des années 1980. À l'époque, le jeune réalisateur Sam Raimi n'en est qu'au début de sa longue carrière, et principalement connu d'un public d'aficionados de l'horreur et de cinéma de genre pour Evil Dead sorti en 1981 et sa suite au parfum de remake Evil Dead 2 sorti en 1987. Si en quelques films il a déjà fait démonstration d'un style dynamique et d'une créativité surpassant largement le manque de moyens, il voit grand et souhaite plus que tout adapter un comic book au cinéma. Seulement, Sam Raimi est loin d'être bankable pour les studios, et le jour où on lui confiera les rênes d'une trilogie Spider-Man ou d'un film Doctor Strange pour le MCU est encore loin. Dans un premier temps, Raimi a dans l'idée d'adapter The Shadow, héros de Pulps, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Malheureusement, le réalisateur ne parvient pas à obtenir les droits du personnage et va donc décider de créer sa propre histoire, donnant ainsi naissance à Darkman. Le long métrage sortira dans les salles en 1990 et sera adapté en comic book par Marvel dans une mini-série en 3 numéros, bouclant ainsi la boucle. Et ben alors Darkman, qu'est-ce que ça raconte? Le scientifique Peyton Westlake, interprété par Liam Neeson, est sur le point de créer une formule révolutionnaire de peau synthétique qui laisse entrevoir de grandes avancées dans le domaine de la greffe pour soigner les grands brûlés. Malheureusement, malgré de nombreux tests, sa formule a un problème. La peau synthétique conçue par Westlake et son équipe se désagrège au bout de 99 minutes, rendant impossible son utilisation sur le long terme. Julie, la petite amie de Peyton, jouée par Frances McDormand, est avocate pour un grand groupe industriel. Un jour, elle met la main sur un document extrêmement compromettant pour son employeur, Louis Strack. Par un malheureux concours de circonstances, ce document se retrouve dans le laboratoire de Peyton, et Strack décide d'envoyer une équipe de tueurs menée par l'impitoyable Durant pour le récupérer. Et Durant, interprété par Larry Drake, n'est pas du genre à faire dans la dentelle. Ayant pour habitude de garder en souvenir un doigt de ses victimes, il torture Westlake en brûlant ses mains et en plongeant son visage dans l'acide avant de faire exploser son laboratoire et de le laisser pour mort. Se réveillant à l'hôpital atrocement brûlé et défiguré, Peyton, dont les médecins ignorent l'identité, apprend qu'il a été soumis à un traitement de choc. Afin de lui éviter de ressentir l'insoutenable douleur liée à ses blessures, son système nerveux a été en partie déconnecté, le privant ainsi de pratiquement toute sensation tactile. Son corps étant maintenant dans l'incapacité de gérer l'afflux d'adrénaline, Westlake doit faire face à des crises incontrôlables durant lesquelles sa force est décuplée. Parvenant à s'enfuir de l'hôpital, et ne pouvant retrouver une vie normale et la femme qu'il aime, il va récupérer le maximum de matériel de son ancien laboratoire dans un seul but, se venger en usurpant l'identité de ses bourreaux pour les faire tomber un à un. Et je ne vais pas en dire plus pour vous laisser le plaisir de découvrir le film par vous-même si vous ne l'avez jamais vu. Malgré quelques mésententes sur le tournage et durant la post-production, le film va rencontrer son petit succès, ce qui, en plus du comic book, lui permettra d'être adapté en jeu vidéo sur NES, Game Boy ou encore Atari ST. Une seconde série de comics, écrite par Kurt Busiek, est publiée par Marvel en 1993 le temps de 6 numéros. Elle s'impose comme la première suite officielle du film, avant Darkman 2 et Darkman 3, sortis respectivement en 1995 et 1996, directement en vidéo. Si ces suites, qu'elles soient sur les écrans ou sur le papier, sont plutôt dispensables, elles révèlent le potentiel du personnage et de son univers comme élément à part entière d'une pop culture pourtant déjà saturée de super-héros à l'époque. Un potentiel qui nous conduit tout droit à relever l'influence qu'a pu avoir Darkman sur les adaptations de comics au cinéma, notamment chez Marvel. Il est assez évident que le premier film a joué un rôle non négligeable dans le choix de Sam Raimi pour porter Spider-Man à l'écran, mais aussi dans les liens que ce dernier a pu lier avec une équipe technique que l'on retrouvera en partie sur sa trilogie de l'Homme Araignée. En gros, sans Darkman, on n'aurait peut-être jamais eu droit au Spider-Man de Sam Raimi au cinéma. Et quand on sait le poids qu'a pu avoir cette saga sur les spectateurs de l'époque, et l'explosion du genre auprès du grand public, qui a mené à l'omniprésence du MCU dans les salles obscures et sur les plateformes de streaming, eh bah c'est pas rien. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre un peu plus sur les différents projets d'adaptation de Spidey sur grand écran, je vous renvoie vers ma vidéo consacrée au film de la canon que vous ne verrez jamais, le lien est dans la description.
Et le personnage créé par Sam Raimi peut se targuer d'être au moins aussi profond que pas mal de héros sortis des pages des comic books. Darkman traite en effet de façon plus ou moins directe de pas mal de sujets parfois très durs sans jamais les tourner en ridicule. Stress post-traumatique, troubles de la personnalité, reconstruction physique et mentale après un grave accident, toutes ces thématiques constituent le personnage, peut-être bien plus que son désir de vengeance, beaucoup plus classique dans ce type de récit. Comme je le disais tout à l'heure, l'une des principales influences de Darkman est The Shadow, créé en 1930 par Walter B. Gibson sous le pseudonyme de Maxwell Grant. Également magicien et auteur de nombreux livres sur le sujet, Gibson sera très prolifique, écrivant près de 300 nouvelles et romans sur le personnage, utilisant plusieurs machines à écrire à la fois afin d'éviter les soucis mécaniques et pour avancer sur plusieurs récits en même temps. Figure incontournable des pulps, The Shadow aura droit à sa série radiophonique jusqu'en 1954, comptant même Orson Welles parmi ses interprètes, et sera adapté en comic book par plusieurs éditeurs au fil des décennies. On peut d'ailleurs noter qu'en fonction du média dans lequel sont développées ces aventures, la véritable identité du Shadow et l'origine de ses pouvoirs varient, participant de façon plus ou moins volontaire au mystère qui entoure le justicier. Décrit comme un détective hors pair auquel on attribue parfois des pouvoirs occultes comme l'hypnose ou la télépathie qui lui permettraient de se rendre invisible aux yeux de ses ennemis, The Shadow est clairement l'un des principaux ancêtres des vigilants urbains qui vont se multiplier dans les comics dès la fin des années 1930. En 1994, le personnage sera porté à l'écran par Russell Mulcahy, à qui l'on devait déjà Highlander, avec Alec Baldwin dans le rôle titre. Mais le film sera un échec, étant même considéré comme l'une des pires adaptations super-héroïques de tous les temps. Finalement, le Darkman de Sam Raimi s'en sortira bien mieux que son modèle. Mais bon, Darkman, c'est loin d'être une pâle copie d'un héros déjà existant. Les influences du récit dépassent largement celles de The Shadow ou même de ses descendants super-héroïques tels que Batman. D'un certain point de vue, Darkman est un pur super-héros dans la tradition Marvel du Silver Age, c'est-à-dire un monstre. En effet, avec Darkman, Sam Raimi s'inspire aussi des récits horrifiques classiques et des films de monstres d'Universal comme Le Fantôme de l'Opéra ou L'Homme Invisible. Un aspect horrifique qui tranche avec l'idée parfois cartoonesque que le grand public peut avoir des super-héros à l'époque, tout en gardant la patte hyper nerveuse de Raimi, notamment dans les scènes où Darkman perd le contrôle. D'ailleurs, cette façon de faire de son handicap une force ramène une fois encore à des super-héros tels que Daredevil ou la Chose des 4 Fantastiques, pour qui les super-pouvoirs vont de pair avec un handicap tant physique que social. N'oublions pas que le film sort un an après le Batman de Tim Burton, donc en pleine Batmania, et sa musique, elle aussi signée Danny Elfman, n'aide pas à se détacher de cette ambiance à la fois sombre et quasi onirique par moments. D'ailleurs, bien que Batman compte incontestablement parmi les influences du héros de Sam Raimi, ses méthodes expéditives le classent plutôt comme un anti-héros qui n'hésite pas à tuer que comme un justicier fidèle à des principes. De ce point de vue, il est une sorte de chaînon manquant entre Batman et le Punisher. Ni un super-héros faisant preuve de clémence pour ses ennemis, ni un maniaque de la gâchette tirant sur tout ce qui bouge, ce qui correspond finalement plutôt bien à l'esprit pulp du personnage. Conforme à ce modèle du vigilant faisant fi de ses états d'âme pour faire ce qui doit être fait, Darkman va user d'une technique bien particulière pour mettre hors d'état de nuire ses adversaires, en usurpant leur identité à l'aide de la peau synthétique qu'il a inventée. Ainsi, bien qu'il ne possède pas de réels super-pouvoirs au sens où on l'entend, Peyton Westlake va faire de sa science une arme et de sa colère une force pour se venger de ceux qui lui ont volé sa vie. Entre la quête de son humanité perdue et un amour devenu impossible, le personnage est bien plus touchant et dramatique que bon nombre de super-héros ayant plusieurs décennies d'aventure derrière eux. Et il faut reconnaître que mettre en place tant d'enjeux et offrir un tel background dans un film d'1h30 était un véritable défi, remporté haut la main par Sam Raimi. Et rien que pour ça, vous devez voir Darkman. Le film est disponible en France sur Netflix, ainsi que dans une très belle édition collector contenant le film en Blu-ray, ses suites et un comic book dans lequel le héros croise la route de Ash de Evil Dead. Sincèrement, malgré les 30 années qu'il affiche au compteur, le film a plutôt bien vieilli, surtout grâce à son rythme et son ambiance captivante, les enjeux et la tension restant intacts jusqu'à la dernière seconde. Tout cela participe incontestablement à faire de Darkman une pièce maîtresse du cinéma de super-héros, à la fois hommage très imaginatif et démarche presque unique en son genre. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.